Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman... j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. Et pour la deuxième partie, puisque nous sommes le tout dernier mercredi du mois d'août, la virgule littéraire avec Hervé Akam. Mais il faut le dire quand même que cette année 2023, on commémore le centenaire de la fondation de la République turque. Eh bien, en quoi le panturquisme d'Erdogan est-il? Non. Eh bien, le panafricanisme, cependant, épouse-t-il l'objectif d'émancipation des peuples qui veulent sortir de l'infériorité pour une affirmation de soi, de l'indépendance et de la souveraineté? La question porterait alors sur la compatibilité, entre démocratie et panafricanisme, au jeu des Turcs entre démocratie et islam. Quelle leçon le panafricanisme peut-il tirer de l'expérience turque à l'aune du basculement du monde? Eh bien, l'auteur Adavan Amir est un géopolitologue et enseignant bien connu. Et on parle de ce livre aujourd'hui, La Turquie, nouveau califat. C'est une question. Hervé Akam, bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux techniciens. Bonsoir aussi à toute la famille de l'émission. Je voudrais d'abord dire merci à ma jeune sœur Rita, Madame Etundi, de qui je tiens effectivement l'acheminement de ce livre, qui est un livre merveilleux là, sur la Turquie, bien entendu, qui fait un peu son centenaire. Là, fait pratiquement 1923 à 2023. Donc ça fait pratiquement 100 ans, donc c'est nouveau quand même, hein, c'est tout pas aussi ancien. Même si la Turquie est une ancienne puissance, on parle souvent de la puissance ottomane, on parle de la civilisation ottomane. Ça veut dire que la Turquie, son histoire date depuis 1453, au moment où effectivement l'empire byzantin est complètement tombe. Pratiquement, on appelait la fin de Constantinople, où effectivement à l'époque s'était installé le roi Constantin, dont on parle souvent comme l'un des rois qui a instauré un peu de christianisme en Europe. Donc, vous voyez, quand vous réussissez à battre
une telle grande puissance qui était Rome à l'époque. Ça signifie que c'était une puissance quand même. Et ça, il faut le noter. Mais malheureusement, pendant très longtemps, cette puissance s'est complètement effondrée. C'est-à-dire, elle a duré pendant 400 ans. Elle s'est effondrée, pourquoi ? Parce que la Turquie n'a pas réussi à garder une force politique, ça il faut le dire, stable. Parce que le problème aussi, il faut parler de stabilité. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des politiques qui, quand elles ne sont pas stables, effectivement, dérivent, comme on a vu là, à cause des conflits intérieurs. Parce que vous savez, quand les gens font la guerre, à l'époque, soit vous avez des soldats réguliers, une armée régulière, soit alors vous avez des mercenaires. Et ces mercenaires, là, on le voyait avec les janissaires, etc. Ça s'est répété même pratiquement au 19e siècle avec les jeunes Turcs, etc. Où l'État, chaque fois, au moment où les Européens commençaient à constituer l'État-nation, les Turcs n'arrivaient pas à le faire, à cause des problèmes de rivalité, du fait qu'on n'arrivait pas à instaurer quelque chose de très stable, de manière à en faire une force politique pour l'avenir. Parce que c'est ça aussi, ce qu'il faut faire quand vous avez un pays qui a un passé aussi glorieux que celui de la Turquie, il faut un pays stable. Et malheureusement, il y a eu à un certain moment, il y a eu, je crois que cette ambivalence-là de leur statut, déjà, du fait qu'ils étaient dans une chrétienté avant. Et il y avait aussi que vous avez aussi la Turquie est toujours tournée un peu vers l'Asie. Parce que quand vous allez par exemple à l'ONU, vous savez, tout est décliné en anglais. On aurait pu dire Turkish. Mais maintenant, on ne dit pas Turkish, on dit Turquiyette. Et donc ça, c'est une prononciation pratiquement qui nous vient de l'Asie. Ça montre que ce pays a toujours été tourné vers l'Asie. Pas vraiment tourné dans l'espace arabo-musulman, parce qu'ils ont conquis, bien entendu, parce que quand on regarde un peu tout l'espace qu'ils ont conquis, toute cette profondeur stratégique des pays, qu'on aille un peu dans les Balkans, qu'on aille un peu jusqu'en Égypte, parce que l'Égypte a été prise dans les années 1517. Alors, donc, il y a une profondeur stratégique dont la Turquie a maîtrisé un peu l'espace. Et malheureusement, c'était ça qui leur a échappé quand il y a eu ces révoltes-là. D'abord, la révolte en 1923, pas en 1923, c'est-à-dire la fin de la guerre, parce qu'ils ont perdu la guerre, de la Première Guerre mondiale, puisqu'ils se sont alliés au principal perdant, qui était l'Allemagne. Et il a fallu pas mal de traités. D'abord, le traité de Sèvres, qui était un très mauvais traité pour eux, parce que vous savez, quand vous partez par exemple de 3 200 km² à pratiquement 800 ou à 700 km², ça veut dire que vous avez perdu un peu du terrain. Tout à fait. Voilà. Alors, ce pays a perdu beaucoup de terrain, et malheureusement, il a fallu refaire un peu ce terrain avec ce qu'on appelle l'armistice de Moutros, parce que là, qui a abouti ce qu'on appelle, on a appelé le traité de Lausanne, qui leur a donné un peu plus de vie, un peu plus de souveraineté, parce que même si dans ce pays-là, en Turquie, vous avez continué à avoir des espaces comme les Kurdes, aujourd'hui, comme aussi les Alézis, les Yézidis, pardon, comme les Alévis aussi, qui ont une culture, mais qui n'ont pas d'État. Et ça, c'est en 1923 qu'on leur a refusé, au traité de Lausanne, qu'on leur a refusé de former un État. D'où souvent les pressions que la Turquie leur oppose quand ils demandent un peu l'indépendance ou quand ils sont en lutte. On l'a vu à Kerbala, quand ils sont en lutte contre le djihadisme qui s'est propagé à l'occasion un peu de ce qui s'est passé en Syrie, à la suite de ce qui s'est passé en Syrie, les révoltes qu'il y a eu en Syrie. Donc la Turquie intéresse à plus d'un titre dans la mesure où, d'abord, son histoire, mais ce que la Turquie devient aujourd'hui. D'ailleurs, l'auteur pose la question, est-ce que la Turquie, finalement, c'est un nouveau califat ? Oui, bon, ça, le califat, vous savez, dans ce cas, il faut un peu faire des différences entre deux biographies et une ville. Vous savez, Atatürk, là, lui, s'est toujours intéressé un peu à Istanbul. Istanbul parce que c'était la ville-monde.
C'est là où, effectivement, se trouvait un peu cette civilisation ottomane là, qui est née, même si elle s'est répandue sur une étendue des territoires très grande. Mais Istanbul était important. Et Kemal, il a voulu un peu donner un aspect un peu laïque, parce que, vous savez, quand vous allez par exemple dans des pays arabes, les Algériens, les Égyptiens ont très mauvais souvenirs des Turcs. Ils n'aiment pas beaucoup. Moi, j'ai été en Algérie pendant un certain temps où j'allais rendre visite à un ami. En fait, je me rendais compte que la Turquie n'avait pas bonne réputation. Oui, pourquoi ? Parce que la Turquie a toujours un peu sous-estimé l'apport de l'islam un peu dans leur société, puisqu'ils ont voulu transformer ce pays en pays laïque où effectivement il n'était pas question de mettre le voile, où les femmes, elles, ne mettaient pas le voile, allaient à l'université déjà à l'époque au temps de l'Atatürk, où il y a quand même, on demandait aux gens de mettre des costumes, de vivre un peu à l'occidental. Et dans cet Istanbul, qui était un peu l'héritage un peu de la chrétienté et puis de l'islam aussi. Et donc, l'Atatürk était un peu méfiant un peu de l'islam en réalité. Parce qu'il disait que l'islam est la raison pour laquelle, effectivement, ce pays n'a pas pu se moderniser. Tout revenait à la faute, c'était à l'islam. Oui. Or, vous avez un autre personnage qui s'appelle Erdogan, qui vient de remporter des élections là, il n'y a pas si longtemps, malgré le coup d'État. De Gülen, comme il prétend. Alors, lui, il veut réassurer. À un moment donné, il est quand même présenté comme étant détenteur d'un pouvoir fort. Autoritaire, il faut autoritaire, autoritaire, bien entendu, puisque quand on regarde les rapports qu'il a eu avec son ancien partenaire, qui est Gülen, qui vit aux États-Unis aujourd'hui, et donc à qui il reproche beaucoup de choses. Ça va, par exemple, il lui reproche d'avoir été celui qui a initié le coup d'État de 2016. Alors, oui, alors que tous les deux aussi, c'est des islamistes incarnés. Alors donc c'est ça un peu, c'est des personnages-là, Erdogan, effectivement, qui veut islamiser la Turquie. Il y a eu tous ces débats sur le voile, là, malheureusement, il a battu retraite, parce que, effectivement, vous savez, Istanbul, c'est une ville pratiquement européenne. Quand vous regardez un peu l'architecture, c'est une architecture pratiquement byzantine, avec des bâtiments qui... Regardez un peu l'église de Sofia, qui, à un certain moment, avait été transformée en musée, et que Erdogan, lui, l'a transformée en mosquée. Oui. Alors, donc, on voit un peu les différences entre les deux, là. C'est-à-dire entre l'islam et maintenant, dont Atatürk pensait que c'était la décadence un peu de la Turquie venait là. Et puis, Erdogan qui pense que c'est à partir de cet islam-là que la Turquie ne peut pas tomber un peu dans cette infériorisation qui lui a fermé quasiment les portes de l'Union européenne. Parce que quand on regarde un peu les 35 convergences qu'on lui avait demandé, il y a eu 17, il a réussi, mais quand on est arrivé, Sarkozy même avait refusé pratiquement que ce pays, la Turquie, rentre un peu dans l'Union européenne, du fait qu'ils estimaient que c'était le cheval de Troie un peu de l'islam en France, parce que tous ceux qui se réclament un peu d'islam allaient se retrouver. C'est-à-dire que la Turquie est confrontée à ce dilemme entre la démocratie et l'islam. Bien entendu, c'est ça le problème, à cause de cet autoritarisme-là. Oui. Parce que quand on regarde un peu, vous savez, quand il y a eu ce coup d'État en 2016, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vous compte pas le nombre de gens qui ont été arrêtés, parce qu'ils avaient été soit accusés d'être proches de Gülen, donc arrêtés. Et c'est souvent un peu l'autoritarisme un peu d'Erdogan dans tout ce qu'il fait. Du fait qu'il veut, puisqu'il s'est allié avec les frères musulmans, qui on connaît un peu leur doctrine en termes d'islam. Ces frères musulmans, c'est eux qu'on retrouve un peu en Égypte, parce que vous savez, c'est un islam un peu dur, et qui souvent instrumentalise un peu les peurs, parce qu'il faut une turcité, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit turc, tout le monde soit musulman, etc. Or, vous avez, dans ces pays, vous avez des juifs, vous avez des chrétiens, c'est un pays multiconfessionnel, multi-ethnique. Mais malheureusement, en ce moment, l'identité turque, c'est être musulman, c'est ça qui intéresse les gens. Or, mais l'approche
un peu économique, un peu dilue un peu cette approche-là, cette manière de voir un peu les choses. Parce que, vous savez, la Turquie, c'est un carrefour civilisationnel. Vous savez, ils sont entre l'Asie et l'Orient. Et Erdogan, un bon malin, quelqu'un qui connaît la politique, un animal politique, comme on l'a défini un peu chez lui, c'est quelqu'un qui pense que ce n'est pas bien d'avoir des problèmes avec les voisins iraniens, etc. C'est très dangereux. Donc il fait ce qu'on appelle la politique, l'indifférence calculée. Oui. C'est-à-dire, lui, il ne vous aime pas, mais il est prêt. Il vous accepte. Il vous accepte parce qu'économiquement, il a besoin de votre pétrole, il a besoin de votre gaz, puisqu'il n'y en a pas. Ils apportent pratiquement 99% du gaz de l'Iran, des pays limitrophes, la Russie, etc. Donc ils ont besoin de ce gaz et de ce pétrole, d'où un peu ces alliances de circonstances. Mais il faut aussi comprendre qu'il a pratiquement tourné le dos à l'Occident, puisque l'Occident n'a pas voulu de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va vers sa profondeur stratégique, là où la Turquie s'est toujours sentie très à l'aise. Et ça, c'est ce que les spécialistes un peu la géopolitique turque appellent un peu la politique de la paume rouge. Oui. C'est-à-dire, la paume rouge, ça représente un peu Justinien qui se trouve devant l'église avec une paume. La paume était en or, mais elle est devenue rouge aujourd'hui à cause effectivement de cet islam qui s'accapare un peu l'esprit et qui devient en fait l'identité principale un peu de la Turquie. Alors vous faites un rapprochement entre le panafricanisme et l'expérience turque. Quelle est la leçon que le panafricanisme peut notamment tirer? Alors, à mon avis, je crois que s'il faut faire un peu le rapprochement entre les deux, c'est au niveau de ce nationalisme-là. Parce que c'est un nationaliste, Erdogan. Et vous avez aussi pratiquement la même chose chez nous. Et en plus, il faut comprendre que en ce moment où il y a des basculements, parce que pendant longtemps, les Européens, on nous a expliqué, pas seulement les Européens, les Américains, et dans toute la politologie américaine, etc., que l'espace Asie-Asiatique, c'était l'espace qui va devenir l'espace de prospérité. Alors, donc, maintenant, les Turcs pensent le contraire parce qu'ils disent que nous, on n'a pas assez de gaz. Le problème, maintenant, il faut qu'on aille du côté un peu de l'océan Indien parce que c'est là où va passer un peu le gaz. Et c'est ce gaz-là, à mon avis, effectivement, qui fédère un peu tous ces gens dans cette zone-là. En disant, voilà, il faut qu'on soit ensemble, qu'on ait la même idéologie, même si on ne partage pas les mêmes valeurs. Oui. Et c'est ça ce que les Africains doivent faire, c'est-à-dire, on a une même idéologie, c'est-à-dire développer un peu le panafricanisme au-delà de nos nations. C'est pas seulement dans une nation qu'on peut développer le panafricanisme, il faut le développer. Et ça, pour le développer, il faut un mobile, soit mobile économique ou mobile idéologique, etc. Ou pourquoi pas un mobile social. Et c'est là où, à mon avis, les deux se rencontrent un peu. Parce qu'ils ont le même projet civilisationnel, à savoir qu'ils ont été des principaux foyers de débarrage un peu de la vie économique et sociale de l'humanité, parce que l'Afrique se réclame un peu du kémétisme, l'Égypte, etc. Eux aussi se réclament un peu de ce mouvement qu'on n'a même pas vu apparaître en Europe, puisque l'Europe c'était un pays d'anarchie où il y avait des guerres pendant longtemps. Et l'Europe a commencé à constituer un État-nation à partir du XVIIIe siècle. Et là, ils se disent, bon, nous, avant, on avait déjà un peuple turc dans ces Balkans-là, dans ce Caucase-là, Turkestan, Turkménistan, etc. Et donc, sur les deux, quand on regarde un peu le panafricanisme, un peu le turquisme, le pantouranisme, c'est toujours, on a eu un passé glorieux, et maintenant, il faut s'asseoir un peu sur ce passé glorieux, effectivement, pour lancer notre projet de civilisationnel. Oui. Et les deux idéologies... Donc l'Afrique peut s'en inspirer. L'Afrique peut s'en inspirer. Oui. Mais aussi, par exemple, Erdogan, lui, c'est un monsieur très autoritaire. Et on voit aujourd'hui l'Afrique des autoritarismes, c'est-à-dire une Afrique qui veut se faire forte, et qui, avec des hommes forts,
Parce que souvent on nous explique qu'il y a un président américain qui nous expliquait longtemps qu'il fallait avoir une Afrique des institutions fortes. Mais et pas forcément des hommes. Pas oui. Alors, il faut avoir des hommes forts. Parce qu'on voit aujourd'hui la Turquie ce qu'elle devient en termes de développement. Parce qu'il y avait un homme qui a une certaine trajectoire, une certaine vision, bien entendu, qui essaie d'implémenter. Bien entendu, parce qu'on voit par exemple ce qu'ils font là dans le bâtiment public. Là, chez nous, il n'y a pas si longtemps, il y a un immeuble, la CNPS, qu'on est en train d'inaugurer sur la rue des Banques. C'est effectivement l'expertise turque. Voilà. Et donc, il faut aller dans ce sens, parce qu'ils sont capables maintenant d'exposer et d'exporter leur savoir-faire. Donc, dans plusieurs domaines, la Turquie a quand même pu faire des avancées, notamment. Bien entendu, il y a d'énormes avancées. Et il faut tenir compte un peu de ces avancées parce que c'est un pays d'une civilisation ancienne. Et l'Afrique, pareil, aussi mobilise un savoir ancien qu'il faut tout simplement évoquer. Donc c'est un livre que vous conseillez vivement. Bien entendu. La Turquie, nouveau califat, la Davan Amir Aslani. Voilà, moi j'encourage les gens, surtout ceux qui sont à l'IRIC, là, de lire ce type de livre et puis organiser même des conférences là, sur cette civilisation-là. Et vous allez poursuivre le voyage la semaine prochaine, puis ce sera le premier mercredi du mois de septembre, avec l'Ukraine, un basculement du monde. C'est un livre de François Martin. Alors, vous savez, pendant longtemps, on a parlé un peu, ce qu'on appelait un peu l'effondrologie, ou la collapsologie, hein, c'est-à-dire la chute des États, la chute des nations, etc. Alors maintenant, le concept qui revient maintenant en sciences politiques et en géopolitique, c'est un peu le basculement. On le voit, hein, comment les choses basculent avec les BRICS il n'y a pas si longtemps, qui veulent dédollariser les échanges, etc. Alors donc, je crois qu'il faut qu'on s'intéresse un peu à l'Ukraine pour voir un peu comment le monde va basculer dans des jours qui viennent. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et surtout de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et tout à fait, hein, je serai au rendez-vous avec l'Ukraine dont on parle de plus en plus en ce moment. Eh bien, le point littéraire se referme. Merci à Hervé Akam pour la virgule littéraire. Merci également à Ingrid Tandieu pour son livre « Comment gérer les émotions en toutes circonstances » depuis Paris. Merci à Ulrich Kemwe qui a tenu la mise en onde et surtout la diffusion sur les plateformes numériques et Internet de la radio des auditeurs. La coordination éditoriale était une affaire d'Ebel Bella Samari. Coordination centrale, Jean Patient Salah. Supervision générale, le reverend pasteur Bissa Emmanuel Noël. Jean-Jacques Foucault à la présentation. C'était un plaisir. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne soirée. Que Dieu bénisse le Cameroun et le reste du monde. Avec